Salut tout le monde! Nous revoilà aujourd'hui pour aborder la deuxième partie du potiron, le façonnage. Dans cette vidéo, on va parler technique et on va parler outils, mais on va le faire en toute simplicité. Si vous êtes malgré tout un peu perdu dans les outils, je rappelle que j'ai fait il y a 15 jours une vidéo sur les outils de base du potier. N'hésitez pas à aller la visionner, ça vous aidera. Pour le potiron, c'est parti! Pour commencer, on va faire une plaque de 6 mm d'épaisseur. J'utilise ici mon rouleau à bague, mais si vous avez un rouleau de cuisine avec deux fines baguettes de 5 ou 6 mm, c'est parfait. Préparez déjà aussi une estèque ou une carte, genre carte de banque ou carte de bibliothèque, ainsi que votre aiguille de potier, on va en avoir besoin. Alors moi je pars sur une très petite quantité de terre, mais adaptez bien sûr cette quantité à la taille de votre potiron. Sachez cependant qu'on va le faire en 2 moitiés qu'on va assembler par la suite. En ce qui me concerne, vous avez vu la taille des moules en plâtre hier, ils sont assez petits, une dizaine de centimètres, donc ce n'est pas la peine que je prenne trop de terre. Lorsque vous étalez la terre, rappelez-vous de le faire dans tous les sens. Ici, je vérifie la taille de ma plaque de terre. Comme je pars sur des petits gabarits, il faut qu'elle soit juste un peu plus grande que la taille de mon moule. Si votre plaque est vraiment trop grande, coupez le surplus parce que ça va vous gêner pour l'estampage. Quand on arrive à la bonne épaisseur, on n'oublie pas de compresser et de lisser sa terre. Et si vous avez des petites bulles, ce n'est rien. On perce la terre de part en part avec son aiguille et on repasse la carte pour faire disparaître le trou. Alors moi, je ne suis pas toujours toute juste dans ma tête et j'ai un peu trop tendance à trou-trouter ma terre dès que je vois la moindre imperfection. Ce n'est pas nécessaire d'être aussi méticuleux, mais bon, chacun ses tocs. Maintenant que la terre est prête, on va pouvoir l'estamper. En ce qui me concerne, j'aime bien surélever mon moule sur un objet de la même taille, voire plus petit. Ça me laisse de la marge pour manipuler ma terre plus facilement. Pour estamper, posez simplement votre terre bien centrée sur le moule et pressez-la doucement avec une éponge pour qu'elle prenne bien la forme. Faites attention à ce qu'elle ne soit pas trop sèche, sinon elle risque de craqueler sous l'effort. Si vous sentez qu'elle manque d'élasticité et de plasticité, réhumidifiez-la un peu avant de l'estamper. On y va doucement et on peut aussi y aller avec les doigts. Alors ici, je coupe grossièrement le surplus pour me faciliter la tâche. Et je n'hésite pas à prendre le tout dans mes mains pour bien estamper le dessous. Ce serait évidemment plus compliqué de le faire avec un plus gros moule, mais comme ici il s'agit d'une toute petite pièce, c'est assez facile à faire. Et maintenant, en maintenant bien le moule et la terre dans une main, avec l'autre, je coupe le surplus de terre en suivant la surface du moule au plus près. Alors attention toutefois à ne pas couper votre plâtre, qui, je le rappelle, est un matériau très fragile, parce que le plâtre, ça ne supporte pas des températures de 1000 ou 1300 degrés. Et s'il se mêle à votre terre, eh bien ça vous ferait de jolis petits éclats dans votre pièce après cuisson. Donc il vaut mieux l'éviter. Et voilà, on peaufine. Et on fait le deuxième.
Avant de démouler, je vais laisser la terre se raffermir un peu, pendant environ 3 heures, mais cette durée, pensez à l'adapter selon différents critères. 1. Souvenez-vous la vidéo d'hier, mon plâtre n'est pas parfaitement sec, ce qui joue sur sa capacité d'absorption. Et 2. Le climat et l'humidité ambiante ont également leur importance. Moi j'habite en Belgique, ce serait évidemment très différent en zone sèche ou tropicale par exemple. Voilà, ma terre s'est raffermie et je peux donc la démouler. Alors il se peut que ça ne vienne pas du premier coup. Si c'est le cas, ou si ça bloque, écartez légèrement et délicatement les bords de la terre. Si ça craquelle, vous réhumidifiez un peu et vous allez voir que ça va aller tout seul. Et voilà ce que ça donne. Alors il y a un truc auquel je n'ai pas pensé. La tige de mon potiron, elle n'est pas centrée. Évidemment, du coup, les deux moitiés ne s'alignent pas parfaitement. C'est pas dramatique, mais il va bien falloir rectifier ça. Alors ce que je vais faire, c'est réhumidifier juste un peu la terre à cet endroit et redresser la forme en la poussant avec mes doigts pour que tout s'ajuste bien. Et voilà, la terre, c'est magique. Les petites craquelures à l'intérieur, on va l'effacer avec le doigt ou une éponge humide, mais en tout cas, il vaut mieux le faire tout de suite ou assez rapidement avant que la terre ne sèche trop. Maintenant que tout est OK, on va pouvoir assembler les deux moitiés. Pour ça, on a besoin d'un petit objet pour griffer la terre. Moi, j'utilise un morceau de peigne cassé, un pinceau, de la barbotine de la même terre que celle que vous avez estampée et d'un ébauchoir. Si vous n'avez pas d'ébauchoir, vous pouvez prendre un bâton de glace ou le manche d'une petite cuillère, ça devrait le faire. Alors on commence par griffer les deux parties qui vont se coller. L'idée n'est pas de creuser des sillons, mais juste de créer de la matière qui pourra s'écraser et fusionner au collage. On prend sa barbotine et on l'applique. Là, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent de ne pas en mettre trop, ceux qui disent d'attendre que ça matifie avant de coller. Bref, moi j'aime bien en mettre une bonne quantité d'un côté et un peu moins de l'autre. Comme ça, quand je fais mon collage, je peux étaler le surplus, vous allez voir. Donc là, j'ai mis ma barbotine des deux côtés et j'assemble les deux moitiés du potiron en étant attentive évidemment à bien les aligner. Je presse un peu les bords pour bien les joindre et faire cracher le surplus de barbotine. C'est ce petit surplus que j'aime bien quand je fais un collage. Quand tout est bon, j'étale cette barbotine avec mon pinceau pour boucher les éventuels micro-trous qui pourraient rester. À l'intérieur du potiron, il y a aussi un petit bourrelet de barbotine qui s'est formé et on a deux possibilités. Soit on laisse le potiron fermé et cette barbotine assure l'étanchéité de la couture, soit on ouvre le potiron et la barbotine apporte un peu d'humidité pour qu'on puisse retravailler la couture plus facilement par la suite. Vous voyez maintenant pourquoi j'aime bien mettre un peu plus de barbotine que nécessaire. Maintenant que ça c'est fait, on va quand même renforcer la couture à l'extérieur. D'abord, on mélange et on fusionne les terres des deux moitiés du potiron à l'aide d'un ébauchoir, comme ici. Et ensuite, on ajoute un fin colombin. On prend un peu de terre qu'on roule en boudin. Si vous voyez des craquelures qui apparaissent, c'est normal, car la planche en bois en dessous absorbe l'humidité du boudin.
Il suffit juste de plonger son doigt dans un peu d'eau et de réhumidifier le colombin en effaçant les craquelures. Voilà, le colombin est prêt. On griffouille tout le long de la couture du potiron. On griffouille le colombin. On ajoute de la barbotine si besoin et on colle. Alors pour cette étape, c'est à vous de voir s'il faut mettre de la barbotine ou pas. Si votre colombin est bien moelleux, on va dire, ce n'est pas nécessaire. Moi, ici, j'ai estimé que ce serait mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend vraiment de l'humidité de mon colombin et du support sur lequel je le pose. Pour coller le colombin, moi je le presse toujours en le faisant un peu avancer. Alors c'est pas tant qu'il s'avance comme une chenille, c'est plutôt qu'il s'étire. En faisant ça, je m'assure de bien chasser les bulles d'air lorsque je le pose et j'améliore sa cohésion avec le support. Je prends ensuite mon petit ébauchoir et je fais fusionner le colombin avec le potiron. Pour ce faire, j'écrase d'abord le centre du colombin, donc je parle ici du centre en épaisseur. Et une fois que c'est fait, je l'écrase ensuite en dirigeant mon geste vers l'extérieur, toujours pour chasser l'air. Et s'il y a trop de terre, je la retire tout simplement. Alors à ce stade, c'est moche, mais on va lisser tout ça avec l'ébauchoir, ou avec son doigt, ou encore avec une éponge ou même une estèque, et ça va être tout joli. Dans la vidéo d'hier, je vous avais dit que mon moule en plâtre me servirait de forme de base, et effectivement, je vais devoir le travailler un petit peu parce que je trouve que mon potiron est un peu écrasé. Ça manque un peu de rondeur tout ça. Pour retravailler sa forme, moi j'utilise une spatule en caoutchouc que j'aime beaucoup, mais ça fonctionne aussi très bien avec une spatule en bois ou une cuillère en bois. Si vous passez aussi par cette étape, je vous conseille de le faire avant d'ouvrir votre potiron. Tant que l'air reste emprisonné dans la pièce, elle ne risque pas de s'écrouler ou de s'affaisser. Maintenant, il ne faut pas y aller comme une brute non plus, hein. J'y vais donc en douceur et j'en profite pour rajouter un creux tout le long de la couture et travailler un peu la forme. Le potiron est façonné dans sa forme, on peut maintenant passer à la découpe. Je commence par le chapeau, donc j'utilise une tournette ou un plateau tournant pour me faciliter le travail. C'est quand même plus simple de faire tourner sa pièce plutôt que de tourner autour de la table. Alors il vaut toujours mieux marquer le trait avant de couper. En cas d'erreur, le trait, on peut facilement l'effacer et recommencer. Par contre, une fois que c'est coupé, on peut toujours recoller, mais c'est quand même plus difficile et plus long. Mon trait est bon, donc je découpe. Et je découvre ma belle couture où la barbotine a bien craché. Je vais pouvoir la lisser et la faire disparaître. On la travaille dans le potiron et on n'oublie pas aussi le chapeau. Ici, sur le deuxième potiron que j'ai fait, j'ai coupé le chapeau un peu plus haut et j'avoue que c'est mieux. On s'en rend bien compte quand le potiron est fini. Le visage est plus visible et ça lui donne un air un peu
moins tassé. Alors ici, je mets un plastique fin entre le potiron et son chapeau parce que la terre a un peu bougé à la découpe. Je vais tâcher de rectifier ça sans que les deux parties ne collent ensemble. Parce que je vous rappelle que ma terre est quand même encore fraîche et donc le plastique va éviter qu'elle recolle ensemble. On peut enfin passer à la dernière partie du façonnage du potiron, le visage. Tout comme pour le chapeau, il vaut mieux marquer les traits avant de passer à la découpe proprement dite, mais bon, ça reste une partie assez simple, techniquement parlant, d'autant qu'on peut travailler de l'extérieur et de l'intérieur puisqu'on lui a coupé son chapeau. Gardez seulement à l'esprit que si vous souhaitez couper des éléments très fins, il vaut mieux attendre que votre terre se raffermisse juste avant d'atteindre la texture cuir. Alors la texture cuir, c'est quand la terre est raffermie mais encore très humide. Vous pouvez encore facilement la rayer, mais elle n'est plus malléable. Donc si vous essayez encore de changer sa forme, à ce stade, elle va se casser mollement en quelque sorte. Alors je sais que l'association d'idées est étrange, mais si vous imaginez une barre de chocolat praliné, que vous la coupez en deux, visuellement ça fait un peu le même effet. Ce n'est pas complètement dur et cassant, mais ça ne résiste quand même pas à la torsion. Eh bien en céramique, quand la terre est à texture cuir, c'est pareil. Elle n'est pas sèche et dure, mais elle ne résiste plus à la torsion. Et juste avant ou au tout début de ce stade, eh bien vous pouvez encore découper le visage de votre potiron. Votre terre se tiendra mieux si vous coupez des zones très fines, mais il faut quand même y aller très doucement. Après cela, il ne reste plus qu'à faire les petites finitions avec votre doigt ou une éponge humide ou encore un pinceau. Alors j'ai oublié de filmer cette partie, mais je pense que ça ne vous posera aucun problème technique. Pensez juste à ne pas utiliser trop d'eau. Il vaut mieux que l'humidité de votre potiron reste à peu près la même partout pour qu'elle sèche de manière uniforme. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc demain pour la troisième et dernière partie de cette mini-saga qui portera sur la cuisson et la décoration de ce joli potiron. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Salut! Alors moi j'adore quand il y a une petite surprise de quelques minutes supplémentaires à la fin d'un film. Tu peux faire ça pour montrer mon petit lézard. Mais il a plus à l'enlever. Voici mon fils qui a besoin d'un petit coup de main pour la langue de son caméléon. Je lui montre comment fusionner les terres et je recourbe cette belle grande langue. Après, fera ses yeux. Je lui colle aussi les yeux que mon fils m'apporte et j'en profite pour lisser la queue et lui faire une jolie courbe. Mon fils a ajouté ses petites pattes et voilà un caméléon tout mignon. Je vois juste encore que la langue a tendance à s'affaisser. Pour éviter qu'elle ne casse, je lui mets un petit support le temps du séchage. Tadam! C'est mon petit papillon. C'est maintenant son papillon qui a besoin de fignolage. Il faut plus du tout qu'il y a de traces. Non, t'as tout compris. Il ne doit pas y avoir de marque. Un peu de lissage, de travail de renfort à certains endroits et une décision de la plus haute importance. Étant donné ses antennes conséquentes qui lui donnent des airs de chauve-souris, ce sera finalement un chauve-papillon. Il est beau. Ces deux-là, je vais les garder, je vais les cuire. C'est un beau travail d'équipe.